Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde exceptionnelle sur comment l'IA peut être au service de l'expérience. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH et j'ai le plaisir de co-organiser avec l'éditeur Cornerstone On Demand cette conférence exceptionnelle sur cette thématique. Je ne serai pas seul, évidemment, pour pouvoir l'animer. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir deux grands DRH et un expert de cette thématique de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue Héraldine Pillon. Bonjour Héraldine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes People and Organizational Development Head, c'est bien ça, chez Oui, Sanofi? tout à fait, exact. Bon, vous nous présenterez quel est le périmètre de vos responsabilités et puis nous rappeler aussi ce que fait Sanofi dans quelques instants. Bonjour Marc Lagriffoul. Oui, bonjour. Oui, je vous entends parfaitement. Voilà, vous êtes directeur Talent Management et gestion des cadres supérieurs au sein de la SNCF Voyageurs, c'est bien ça? Tout à fait. Merci. Bonjour. Merci Marc d'être parmi nous ce matin. Et bonjour Cyril Lemat, vous êtes directeur Data Science chez Cornerstone On Demand, co-organisateur de l'événement. Bonjour Thomas, tout à fait. Merci vraiment à tous les trois et merci à vous tous de nous rejoindre si nombreux. Vous n'êtes pas loin de 200 pour l'instant en ligne et ça va continuer à augmenter. Donc c'est toujours un plaisir. Et vous voyez, c'est déjà un élément d'information, en fait, ce nombre d'inscrits. Ça montre l'intérêt du sujet. Cette table ronde s'animera ou s'organisera en 3 temps. On aura un premier temps de contextualisation de la thématique de l'intelligence artificielle par Cyril. On aura un deuxième temps avec 2 retours d'expérience très opérationnels de la part d'Héraldine et de Marc. Et on aura un troisième temps sur d'échanges avec vous et puis entre nos experts sur cette thématique. Voilà les 3 temps qu'on vous propose et ça durera 1 heure et quart en fonction du nombre des réponses. Vous pouvez bien évidemment utiliser dès maintenant la boîte de chat. J'essaierai de prendre durant la conférence un certain nombre de questions et puis bien sûr à la fin on essaiera de traiter toutes ces questions. Avant de commencer par la contextualisation, par le premier temps fort, je vous propose un très rapide tour de table pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Héraldine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre périmètre de responsabilité et puis nous présenter un petit peu Sanofi? Je vais vous demander un exercice très difficile au regard de l'ampleur de vos organisations, c'est de le faire en 30 secondes, 1 minute. Alors, on n'est pas à la seconde près, hein, mais il faut que ce soit un peu plus rapide. Merci encore à tous d'être là, en tout cas. Écoutez, bonjour à tous. Donc moi, je travaille dans l'équipe RH de Sanofi R&D. Donc Sanofi, c'est un laboratoire pharmaceutique, comme vous le savez tous. C'est 110 000 collaborateurs répartis dans 80 pays dans le monde. Et pour la partie recherche et développement de Sanofi, c'est 10 000 collaborateurs. dont on va dire 5 principaux pays qui sont la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Et en fait, Sanofi distribue, on va dire, des solutions de santé dans plus de 170 pays, pardon, et 25 000 collaborateurs en France. Voilà. Donc pour mon rôle, comme l'a dit Thomas, je suis People and Organizational Development Head, donc dans la famille RH de la R&D. Donc j'ai un rôle, on va dire, complètement fonctionnel et transverse. Donc je traite de mes activités, c'est du talent management, c'est du performance management, c'est aussi tout ce qui concerne des programmes de leadership. Et puis en grande partie, c'est le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui concerne en fait un projet qu'on a mené depuis quelques années avec le STRI et avec maintenant Cornerstone, mettre à disposition des populations RH, recruteurs et maintenant employés, une solution pour les aider à développer leur carrière. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Voilà, ne déflorons pas le sujet pour l'instant. Merci beaucoup Héraldine pour cette introduction. Marc, est-ce que vous pouvez nous faire vous présenter également à notre audience et nous présenter SNCF? Tout à fait. Donc, moi, je m'occupe du talent. C'est toujours intéressant quand même.
Donc, je m'occupe du talent management de SNCF Voyageurs, qui fait partie d'une grande maison qui s'appelle la SNCF, 270 000 collaborateurs. SNCF, c'est réseau au niveau des voies, d'entretien, des chantiers. C'est Voyageurs, là où je suis. C'est le fret pour le transport de marchandises. Gare et Connexion, la holding, évidemment. Et puis Geodis et Keolis, deux grosses filiales. Donc là où je suis, c'est Voyageurs. Voyageurs, c'est le TGV, c'est TER, c'est Transilien, c'est Intercité, c'est les technicentres de maintenance. Et donc, c'est 70 000 salariés. Et donc, j'ai la chance de m'occuper du talent management et de tout l'outillage, des dispositifs de détection, de développement, d'engagement des salariés. Merci Héraldine et Marc pour cette introduction. Alors, Cyril, je me tourne vers vous. Cornerstone demande, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter cet éditeur? Je peux tenter. Donc, je suis directeur data science chez Cornerstone On Demand. Cornerstone On Demand, c'est un éditeur SaaS de solutions de talent. Donc, nous aidons nos clients à recruter, gérer, motiver, développer leurs collaborateurs. C'est des solutions qui sont présentes, déployées pour 75 millions d'utilisateurs, même un peu plus. 6300 clients, donc des grands comptes tels que justement SNCF et Sanofi ici, jusqu'à des acteurs de taille plus restreinte, jusqu'à quelques centaines de salariés. En France, on a une centaine de collaborateurs et avec des groupes tels que OCDE, Alcatel-Lucent, Groupe SEB en plus. Bon, un acteur majeur dans l'édition de logiciels SIRH et de talent management, et bien évidemment en termes d'intelligence artificielle, et c'est ce dont on va parler, appliqué dans le domaine des ressources humaines. Je commencerai par le premier temps fort, et donc je m'adresse à vous, Cyril, pour nous cadrer un petit peu le sujet, et notamment sur cette définition d'intelligence artificielle. En fait, on entend beaucoup cette thématique. On entend aussi parler de machine learning, de deep learning, de prédictif, de big data. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes, essayer de nous aider à y voir un petit peu plus clair dans l'ensemble de dans ces concepts, pour qu'on sache ce dont on va parler durant la suite de cette conférence? Tout à fait. C'est un exercice que j'aime bien faire parce que c'est toujours un peu une certaine subtilité à comprendre ces différents concepts. On peut partir sur l'intelligence artificielle, que c'est souvent le buzzword le plus large et le plus global, où conceptuellement, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des systèmes qui vont simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est un objectif très, très large et qui peut englober plein de choses. Donc, les genres d'outils qu'on dit d'IA aujourd'hui, mais aussi d'autres choses telles que des règles pour simuler la façon dont une personne va se comporter ou agir ou parler. Par exemple, les petits robots qu'on peut voir dans certaines conférences. Et donc, tout un pan qui, en fait, est assez éloigné de ce qui se passe en réalité. C'est pour ça que souvent, les professionnels, ils préfèrent parler de machine learning à IA en interne, parce que c'est un peu plus proche de la réalité de ce qui est fait. Donc, le machine learning, c'est quoi? On va dire que c'est une façon de concevoir des logiciels, ou plutôt que d'être dans le pur déterminisme en termes de construction, on va dire le logiciel est censé de se comporter de façon A, de façon B, de façon C, en la spécifiant exactement. On va montrer des exemples à un système pour qu'il puisse apprendre et donc réaliser des use cases pour apporter de la valeur à l'avenir. Un exemple simple, par exemple, serait de se dire on va apprendre à partir de données de vente d'appartements. Donc, on va avoir des appartements avec un certain nombre de pièces, une localisation, un certain nombre de mètres carrés et un prix de vente. On va prendre ces données-là dans un modèle. On va essayer de comprendre le rapport entre ces caractéristiques d'appartement et un prix de vente. Et on va construire un modèle tel que demain, si on a un nouvel appartement, on va être capable de définir un prix de vente. Sans avoir quelqu'un qui a défini à la main qu'une pièce, ça valait 1000 euros du mètre carré ou quelque chose comme ça. Et donc, cette logique-là, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui est de plus en plus présent dans les logiciels tant B2C que B2B, parce que ça apporte plein de valeurs. Et donc c'est ça, on va parler aujourd'hui. Plus précisément, il y a un concept qui est inclus dans le machine learning, qui est le deep learning.
Donc on a eu 3 C'est inclusions. quoi le deep learning? On a eu IA, machine learning et deep learning. Le deep learning, donc, c'est des types d'algorithmes qui vont être capables de gérer des données qu'on va qualifier de complexes, telles que des images, du son ou du texte. Et il va être deep dans le sens où, en fait, on va avoir des transformations successives dans leurs différentes couches. On va prendre par exemple une image, on va la transformer, puis la transformer, puis la transformer. Et à la fin, être capable de réaliser à peu près la même chose que l'exemple avec une vente d'appartement. On va être capable, par exemple, de dire est-ce qu'il y a un chat dans l'image. Et l'idée d'avoir des transformations successives, c'est qu'on va être capable d'abstraire l'état exact de la donnée, c'est-à-dire où était l'oreille, où était la patte sur la photo, pour réussir à comprendre le concept de qu'est-ce qu'un chat. Et cette compréhension va être totalement automatique à travers une multitude d'exemples. Et c'est quelque chose qui va aussi exister en texte, que ce soit pour faire de la traduction automatique, chose qui marche très bien, ou par exemple apporter une compréhension RH à différents données textuelles, parce que la RH c'est beaucoup de données textuelles. Donc c'est aujourd'hui quelque chose d'assez nouveau, parce que les capacités de deep learning n'étaient pas du tout les mêmes il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup au terme de la RH, enfin, au sein de la RH. On va y venir, ouais. Et Non, on va venir. Effectivement, c'est le cœur du sujet. C'est en fait pourquoi aussi on en parle aujourd'hui. Pourquoi on parle tant de l'IA? Est-ce que je peux résumer en disant que l'IA, c'est de la technologie moderne qui s'appuie sur du big data, mais ça peut aussi s'appuyer sur du small data, j'allais dire pas forcément beaucoup de données. Restons sur juste de la technologie un petit peu avancée, mais ça reste de la technologie, quoi. Alors oui, deux points de réponse. Le premier, ça reste de la technologie, tout à fait. Je pense qu'il faut surtout pas avoir ça comme quelque chose de magique. Pour moi, c'est une nouvelle génération d'outils. Comme peut-être que pour le comparer à Excel, c'est bon d'avoir Excel et d'avoir des tableurs, on se disait c'est incroyable, on va pouvoir faire plein de choses. Et une fois qu'on l'a, on se rend compte qu'en effet, ça apporte de la valeur, mais que c'est pas magique, c'est pas parfait, ça a des forces et des défauts. Donc oui, c'est une nouvelle génération d'outils. Et le lien avec le big data, je dirais que le big data, donc c'est un nouveau phénomène qu'on a il y a énormément de données sur le marché, dans les entreprises dont on peut se servir. C'est pas équivalent à machine learning, parce qu'on peut choisir soit de en tirer de la valeur sans entraîner de statistiques. On peut déjà analyser ces données et voir des choses. Donc c'est pas du machine learning techniquement. Mais c'est sûr que si on veut réussir à comprendre, entraîner des modèles de deep learning, il faut énormément de données. Et c'est pour ça qu'on va se baser sur du big data pour l'entraînement. Cela dit, une nuance que j'aime bien faire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir utiliser des outils d'IA sans big data. Parce qu'on n'a pas forcément besoin par exemple, en tant qu'entreprise, d'entraîner soi-même son modèle pour reconnaître un chat sur une image. Bon, faut-il que ce soit utile pour l'entreprise, un use case particulier, mais on peut acheter des systèmes qui ont déjà été entraînés et les appliquer directement. Et c'est pareil en RH. En fait, vu qu'on est sur une fonction support, mais qui est transverse à de nombreuses entreprises, on va avoir des éditeurs comme Cornerstone ou d'autres qui vont pouvoir gérer l'apprentissage et ensuite délivrer leurs solutions à des clients qui n'ont pas forcément le big data nécessaire. Le big data, c'est nécessaire pour le deep learning. Le deep learning, learning, pardon. Pour une partie de machine learning. Je finis par me prendre les pieds dans le tapis aussi. Alors pourquoi on en parle tant aujourd'hui, l'IA? En quoi ça revient un peu, ou ça vient tout court sur le devant de la scène? Je dirais, pour moi, le principal élément de réponse, c'est que c'est une capacité technologique qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans. J'en ai parlé un petit peu avec le deep learning, mais pour moi, c'est la clé. On peut pas, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'était pas pensable il y a 5 ans et encore moins il y a 10 ans. Et donc, on arrive sur des capacités où je pense que le gros du marché, c'est des data scientists comme moi ou les gens dans l'équipe qui arrivent en disant, tiens, on est capable de faire ça. C'est intéressant et on pense que ça peut porter de la valeur. Et bon, construisons-en un produit. Donc souvent, c'est un peu c'est le pied dans la porte, on va dire, sur le marché. Mais forcément, il faut que cette opportunité elle corresponde à des besoins. Et là où je pense qu'il y a le deuxième point qui fait que le marché s'accélère, c'est qu'on a aussi un marché un marché RH qui résonne avec cette capacité technologique. En quoi ça résonne avec ces capacités? Donc les capacités technologiques sont là. On va dire que c'est un marché de l'offre. Le marché RH résonne. Quel serait le marché de la demande, si je puis dire? Alors des tendances RH, il y en a beaucoup. Je pense que chacun peut avoir un peu
sa façon de les qualifier, ce qui me vient en tête là, il y a un peu une notion de skill économique, on va être un peu plus factuel, on va dire, sur les capacités des collaborateurs. Il y a des sujets de digitalisation, donc, que ce soit des process ou même de la fonction globale. Il y a tout un pan aussi d'autonomisation du salarié, car quelque chose qui semble étonnant, mais qui est prouvé dans les faits, c'est que l'IA est souvent assez corrélée avec une autonomisation du salarié. Enfin, ça aide, il y a beaucoup de use cases de ce côté-là. Et derrière aussi une notion de guerre des talents. Tout ça dans une période mouvementée avec le Covid. Et Alors, en fait, alors, mettons de côté la partie conjoncturelle qui est non, la partie crise sanitaire, évidemment, on est tous dedans. Et je reprends les points tendanciels. J'ai noté skill économie, digitalisation, automatisation et guerre des talents. En quoi, ça en fait, c'est les tendances RH. On pourrait en citer peut-être d'autres, mais restons sur ces quatre-là puisque c'est celles que vous citez. En quoi l'intelligence artificielle, qui est donc, ça y est, accessible grâce à développement des capacités technologiques, en quoi elle répond à ces quatre enjeux-là? je vais faire un premier niveau de réponse un peu conceptuel. Ensuite, on pourra peut-être donner des exemples pour que ce soit plus Très bien. Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la skill economy. Donc, je pense que c'est certainement voilà, des premières capacités qui est apparu sur le marché dans des solutions telles que la nôtre et d'autres. C'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA sont capables de comprendre les skills ou les compétences des employés dans leur multitude, on va dire au-delà des référentiels spécifiques qui peuvent être réalisés dans les entreprises. Ils vont être capables de les comprendre, de les détecter aussi. Ça vont être capables de comprendre les compétences que dans les différents objets ou concepts RH, que ça soit le profil d'un employé, une fiche de poste, un contenu de formation. Donc il y a une capacité en tout cas de la technologie à comprendre les compétences derrière ces éléments-là, et ensuite à leur donner une certaine interprétation, à se dire finalement si je cherche la compétence A, est-ce que la compétence B peut être un moyen d'y arriver, est-ce que c'est loin, quelle sera la quantité de travail, est-ce que c'est réaliste de vouloir acquérir cette compétence-là. On arrive sur des capacités qui vont permettre d'alimenter tout un ensemble de use cases et de process RH. J'ai parlé de digitalisation. Donc c'est un point, comme souvent avec cette technologie-là, on va être capable de traiter toutes les données facilement. Donc on va avoir des notions d'accès à l'information qui vont être fortement augmentées. On va pouvoir faire de la recommandation dans les différents process pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, de les rendre plus rapides. Et on va réussir à ouvrir les process. Donc il y a pas mal de choses qui se passent de ce côté-là. Alors l'autonomisation et la guerre des talents. Ouais. Voilà. L'autonomisation, comme je disais tout à l'heure, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, grâce à cette ouverture et ces changements de paradigme sur certains use cases, on se rend compte qu'en fait, l'IA est capable de proposer des outils aux employés pour être capable d'être autonome. C'est-à-dire qu'on va pas les rendre autonomes, mais on va leur donner les outils qui permettent de vivre leur autonomie et vraiment d'accéder à l'information, de se poser des questions sur leur carrière, sur leur développement. Et c'est des choses qui sont assez puissantes, en tout cas dans ce que j'ai pu observer. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Et le dernier point, la guerre des talents, pour finir, c'est, je pense, un peu le bilan de tout ça. C'est un peu, je dirais que c'est un peu le résultat du pari de l'IA, en tout cas de mon point de vue sur la RH. C'est en donnant plus d'outils et d'autonomisation aux employés, on va plus les encourager à se développer, à se projeter, à choisir leur trajectoire de carrière. Et au final, on va les aider, finalement, à se développer et à rester dans l'entreprise, en tout cas, à se rendre compte qu'il y a plus d'opportunités d'avenir dans leur entreprise que peut-être ce qu'ils avaient en tête avant ces outils-là. Et en tout cas, plus facilement. Avant de donner la parole à Héraldine et Marc, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que vous l'avez évoqué en répondant aux différents axes là. On est parti d'un point de vue un peu qu'est-ce que l'IA et le deep learning, le big data, et puis en quoi ça répond à ces quatre tendances-là. Est-ce que vous auriez un exemple qui puisse peut-être pas forcément couvrir les quatre axes, mais Tout à fait. Il y a un exemple que j'aime bien. Donc, je vais essayer de prendre la place d'un employé dans des systèmes que nous mettons en place ces temps-ci, mais qui, je pense, seront assez courants d'ici quelques années.
Imaginons, en tant qu'employé, je vais me connecter à mon SIRH et je vais pouvoir renseigner mes compétences afin d'accéder à différents services. Je dis bien afin d'accéder à différents services parce que ça sert que les employés saisissent leurs compétences juste pour faire plaisir à la fonction RH. Donc cette saisie de compétences, ça va être facilité, c'est-à-dire que ces systèmes vont permettre de pré-remplir, c'est-à-dire que je retelle les 3/4 de mes compétences qui auront déjà été prédétectées, comme ça c'est plus simple à faire, ça va se faire rapidement. Et je vais peut-être pouvoir compléter aussi avec certaines spécificités qui apparaissent pas enfin, clairement sur mon CV je suis aussi capable de faire ci, de faire ça. Donc, à partir de ces compétences, on va m'offrir des services. Lesquels sont-ils? Je pense que le premier service, ça va être de comprendre d'avoir une vision sur les opportunités, que je peux avoir dans l'entreprise. Les opportunités, ça peut être différentes choses. C'est comprendre des rôles qui sont accessibles très directement ou avec un degré de distance. Bon, tiens, je pourrais aller vers tel poste ou tel poste, que le poste soit ouvert ou pas. Et c'est aussi pouvoir me comparer à des transitions qui ont eu lieu dans le passé. Parce que finalement, quand on est dans une entreprise de la taille de Sanofi, de la SNCF, il y a un passif énorme. Et il y a plein de gens qui ont pu passer par mon poste dans le passé et qui sont allés qui ont évolué dans des trajectoires classiques ou plus ou moins atypiques. Et l'idée, c'est que c'est aussi des choses que je vais pouvoir observer et sur lesquelles je vais pouvoir réfléchir en tant qu'employé et me projeter. Donc, imaginons que il y a certaines pistes qui m'intéressent. Tiens, finalement, c'est intéressant d'être allé vers job A ou job B ou position A ou position B. Le système va aussi pouvoir m'expliquer quelles sont les compétences qui semblent manquer, donc d'après lui, et pour m'inciter à réfléchir à est-ce que c'est des choses que j'ai pas forcément bien saisies ou est-ce que c'est des choses qui en effet sur lesquelles il faut que je m'améliore. Sur ces compétences-là, le système pourra aussi très facilement proposer tout le contenu formation de l'entreprise associée. Parce que c'est des choses qui sont possibles. J'en parle avant, qui va essayer de détecter les compétences. On dira, typiquement, si on veut, je suis chercheur et je veux aller vers la data science, on me dira, voilà, des formations sur le machine learning, le deep learning, le big data, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est possible. Donc ça va permettre de fluidifier, donc de rendre plus autonome l'employé. Et, il y a un autre use case que j'aime bien aussi, c'est que ça peut aussi, tout ne se fait pas en ligne automatiquement. On peut aussi avoir une thématique de parler de rencontrer des gens. Et par exemple, le système peut dire, moi je veux aller dans cette direction-là. Quelles sont les personnes qui semblent avoir fait cette transition, quelque chose de similaire dans le passé? Parce que peut-être finalement c'est aussi intéressant pour moi d'aller les contacter directement, qu'eux me donnent leur point de vue il y a des skills que le système a repérés, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, d'autres réalités, qui sont un peu plus intangibles. Il ne faut pas espérer non plus que l'IA fasse tout seul magiquement. C'est aussi, il faut continuer à laisser de l'humain et du process. Et on va le voir justement juste après avec les interventions d'Héraldine et Marc. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, rapidement. Je ne vais pas aller plus loin dans mon exemple, même si je pourrais continuer à en parler longtemps. Mais si je reviens un peu sur mes 4 éléments, c'est qu'on peut se rendre compte que déjà, on parlait de skill economy, on a déjà un process qui est plus factuel, c'est pas seulement qui sont les gens que je connais dans telle ou telle organisation, mais c'est nativement, au-delà des effets de réseau, quelles sont tous les trajectoires ouvertes qui ont lieu dans le passé. Donc, on ouvre un peu l'accès à l'information. On digitalise parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire en autonomie, ce qui fait qu'on peut espérer que les échanges ensuite avec le manager ou le RH, ils soient d'autant plus efficaces qu'on arrive avec qu'on parle pas, il n'y a pas la partie accès à l'information, mais il y a vraiment le côté, finalement, il y a cette chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que t'en penses ou qu'est-ce que vous en pensez et comment on va avancer là-dessus. L'autonomisation de l'employé, c'est assez clair dans tout le use case. Et la guerre des talents, encore une fois, ce que je disais, c'est un peu le pari derrière tout ça, c'est qu'ensuite on aura des employés qui se projettent plus, qui voient plus d'opportunités dans l'entreprise et qui donc ont peut-être plus de chances de rester et de se développer. Merci beaucoup Cyril pour cette contextualisation. On sent bien le passionné et l'expert. En fait, on a l'impression que oui, on pourrait déjà parler IA dans le domaine RH plusieurs heures ensemble. Mais on va revenir à vous juste après. Mais on va d'abord écouter les retours d'expérience d'Héraldine et Marc. Et on va commencer peut-être par Héraldine, si vous voulez bien. Et Héraldine, vous avez mis en œuvre justement une démarche d'intelligence artificielle au sein de votre organisation. Est-ce que
Vous pouvez nous dire un petit peu quelle était la genèse ou les étapes de la réflexion ou les étapes plus opérationnelles de votre projet, nous donner des éléments de contexte. D'accord, ok. Donc, en fait, les éléments de contexte, c'est les suivants. Nous, l'histoire a commencé en 2016. En 2016, dans un contexte où il y a deux éléments qui étaient importants. La première, c'est que on souhaitait recruter beaucoup plus en interne qu'à l'externe. Ce que je veux dire par là, c'est que on avait un certain nombre de postes ouverts où on allait à l'externe parce que on avait du mal à identifier en fait des candidats en interne qui étaient capables de prendre les postes. Justement parce que on cherchait quelque part un moyen pour nous aider à beaucoup mieux comprendre les compétences. Donc on souhaitait vraiment capitaliser beaucoup mieux en fait sur nos compétences en interne. Ça c'était le contexte de 2016. Et l'autre point, en R&D, on a beaucoup d'experts, mais ce sont aussi des collaborateurs qui développent d'autres types de compétences, pas que de l'expertise. Et quelque part, on souhaitait favoriser en fait des mouvements entre fonctions beaucoup plus d'une manière beaucoup plus importante qu'avant. Mais pour favoriser ça, ça veut dire qu'on trouvait une solution qui nous aide justement à identifier des personnes qui avaient des compétences, on va dire, plutôt transversales et qui pouvaient donc passer d'un poste d'expert à un poste plus généraliste. On va dire ça comme ça. Donc en fait, c'est dans ces circonstances qu'on a été amené à rencontrer donc à l'époque le STRI, maintenant Cornerstone. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a souhaité travailler avec les équipes RH et recruteurs. Donc leur donner une solution de talent management qui les aiderait en fait à identifier des profils, soit par rapport à des postes ouverts, soit par rapport à des rôles qui seraient vacants en fait dans le futur et pour lesquels on aurait besoin de trouver les bons profils. Voilà. Donc en 2018, on a ouvert l'interface RH en fait aux RH et aux recruteurs. Donc ça représente toujours, puisqu'ils ont toujours accès à l'interface RH, à peu près 70 utilisateurs, pour un périmètre de collaborateurs aux alentours des 5000. D'accord. Donc on les a formés bien sûr à utiliser cet outil, à leur expliquer bien sûr l'ensemble des fonctionnalités, qu'est-ce que ça allait leur apporter. Et puis, en fait, en 2019, on a pris la décision d'aller plus loin. Et pour nous, aller plus loin, c'est-à-dire donner la main directement aux collaborateurs. Alors pourquoi? La première chose, chez Sanofi, comme dans toute autre grande organisation et entreprise, un des messages qu'on porte, c'est de dire que les collaborateurs sont en charge de leur développement. Donc, ils avaient déjà beaucoup de... Ça rejoint l'autonomisation qu'évoquait Cyril à l'instant. Tout à fait, exactement. Donc, leur donner la main, les rendre autonomes, en fait, pour les aider justement à construire leur carrière, à se projeter. Donc, c'est la première raison qui nous a fait prendre la solution de dire on va donner la possibilité à nos collaborateurs d'avoir accès à cette plateforme. J'expliquerai ensuite quels ont été les bénéfices. Et puis, concrètement, excusez-moi, je vous coupe. Concrètement, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que quand on dit que le salarié a accès à la plateforme, j'ai accès à quoi? Pour être vraiment le plus, là, vous rentrez volontaire à un niveau prosaïque. C'est concrètement, j'ai accès à quoi et je peux faire quoi? Alors, vous avez accès à une plateforme dans laquelle vous avez votre profil en tant que collaborateur. Qu'est-ce qu'est le profil du collaborateur? Cyril parlait de SIRH. Donc, nous, on utilise comme SIRH Workday. En tant que collaborateur, dans Workday, vous avez un certain nombre d'informations à rentrer. Si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, mais vous rentrez votre CV, vous rentrez vos diplômes, vous rentrez vos compétences, vous rentrez ce que vous souhaiteriez faire. Donc, quand je me connecte en fait à la solution, alors que nous, on a appelé iMatch, d'accord. Donc, quand je me connecte à cette solution, j'ai accès à mon profil. Il est complété avec ce qu'il y a dans le SIRH. Mais à partir de là, je peux le modifier et continuer à le compléter, d'accord. Et c'est même quelque chose de très important. C'est-à-dire que
Au mieux, votre profil est complété en tant que salarié. Au plus, vous aurez des recommandations de poste. L'autre point important sur lequel Cyril a déjà évoqué, mais qui est pour moi très très important, c'est les compétences détectées. D'accord? On parle de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, pardon. C'est ça. C'est une de ces valeurs ajoutées, c'est de proposer aux collaborateurs des compétences détectées. Quand vous êtes un collaborateur, vous avez un certain nombre d'années d'expérience. Il n'est pas facile de faire l'inventaire de toutes ces compétences. Et c'est là qu'en fait la solution vous aide. Elle vous dit, peut-être que en plus des compétences que vous avez dans votre profil, vous avez peut-être aussi celle-là. Et à partir de là, le collaborateur est complètement autonome. Il peut dire oui, j'ai cette compétence et je confirme, ou non, je ne l'ai pas et je ne le confirme pas. Mais en tous les cas, il va mettre à jour son profil. Il va mettre à jour aussi, point important, ses souhaits de carrière. Alors même si on a un certain nombre d'éléments qui viennent du SIRH, ce que j'aime beaucoup dans la solution, c'est que on a une possibilité d'affiner ses souhaits de carrière. Je peux dire oui, je souhaite changer de lieu de travail. Quand je dis lieu de travail, ça peut être le site, le pays, d'accord? Oui, je souhaite vraiment faire autre chose et mettre noir sur blanc qu'est-ce que j'aimerais faire en donnant des titres de poste. Et l'autre chose intéressante, c'est je peux dire oui, je souhaite par exemple acquérir telle compétence ou l'améliorer. Il faut voir, c'est que tout ce que le collaborateur va rentrer va être pris en compte en fait dans les recommandations qu'on va lui faire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de personnalisation de ces recommandations de poste ou de rôle, prendre en compte l'ensemble de ses souhaits. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le fait de pouvoir customiser au plus possible mes recommandations, c'est vraiment intéressant. Donc, il a le profil. Donc, la première chose, déjà, il complète le profil. La deuxième chose, c'est que à partir de là, il va avoir les recommandations de poste qui vont lui être faites. Donc, chez Sanofi, on a décidé que les collaborateurs auraient 2 recommandations de poste, que ce soit des postes en R&D, mais surtout des postes au-delà de la R&D. Il faut voir aussi une chose, c'est que nous, notre souhait, c'était vraiment ouvrir l'horizon des possibles et aider les gens à prendre conscience que leur profil pouvait convenir tout à fait en dehors de la R&D. Donc, ils ont accès à un certain nombre de recommandations de poste qu'on appelle donc des matchs. Et à partir de là, ils peuvent utiliser un certain nombre de filtres pour les aider à trier leurs matchs. Puisque un collaborateur, il peut avoir, par exemple, plus de 70 matchs. Donc, à partir de là, il va pouvoir les filtrer. Par exemple, il peut se dire, je veux voir tous les matchs qui sont en France. Je veux voir tous les matchs qui sont aux États-Unis. Je veux voir tous les matchs qui comportent… Est-ce qu'un match, je vais le traduire comme ça, dites-moi si j'ai tout faux. Est-ce que c'est un match, c'est presque une proposition de job en fait? Oui, c'est une C'est de proposition. la mobilité interne, c'est-à-dire que c'est… Oui, c'est une proposition. C'est une vraie recommandation de poste par rapport à son profil avec un indice de confiance. Parce que pour un match D'accord. donné, vous avez ce qu'on appelle un score de match. Il est clair que plus votre score de match, si je suis un collaborateur et que j'ai un match avec 90% par exemple, ça veut dire que mon profil, j'allais pas dire colle parfaitement, mais en tous les cas, dans mon profil, il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce qui est requis dans le poste. Ok. D'accord? D'accord. Alors nous, on a pris le pari d'afficher des postes à partir d'un taux d'index de confiance, on va dire à 55%. D'accord. On a estimé qu'à 55%, le score de match était bon, sachant que quand vous souhaitez faire autre chose, si vous collez parfaitement au poste, vous n'allez pas apprendre grand-chose, j'ai presque envie de dire. Hein. Quand on change de poste, c'est pour se développer, c'est pour apprendre des choses. Donc voilà, un match à 55%, ça veut dire que le champ des possibles est ouvert et que j'allais dire, c'est un poste où vous allez pouvoir apprendre des choses et grandir. Donc, ce qui est très important, effectivement, c'est de pouvoir filtrer ses matchs, affiner en fait son nombre de matchs pour répondre à un certain nombre de critères. Et puis, à partir de là, c'est visualiser cette recommandation de poste. Quand je dis visualiser, c'est-à-dire je vois concrètement qu'est-ce qui est en faveur, en fait, qu'est-ce qui correspond à cette recommandation. Donc, ça peut être la localisation,
Ça peut être mes souhaits, les souhaits de carrière que j'ai mis auparavant dans mon profil. Ça correspond à ce que j'ai mis. C'est les compétences aussi. C'est l'expérience. L'expérience qui est un point important. Et dans les compétences, comme le disait Cyril tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir les compétences que j'ai dès aujourd'hui et que je vais pouvoir mettre en œuvre dans ce nouveau job. Et puis les compétences peut-être manquantes. Alors moi, j'insiste toujours en fait sur le mot manquant. Ça ne veut pas dire que je ne les ai forcément pas. Il y a deux possibilités. Soit j'ai ces compétences et je ne les ai pas renseignées dans mon profil, soit elles sont manquantes et auquel cas je vais avoir besoin de les développer. Mais ce qui est un point important ici, et quand on parle justement de cas d'usage et nous de retour qu'on a concrètement des utilisateurs, c'est que ça les aide, en fait, cette partie-là les aide beaucoup à construire leur plan de développement. Et ça devient beaucoup plus concret. Comme vous le savez, dans une organisation, on a l'occasion de discuter avec son manager de son développement. Parfois, ça reste un exercice un peu, on va dire, théorique. Là, ça prend, c'est très extrêmement concret. Hein, à partir du moment où je suis en accord sur ce que je veux faire par la suite et que mon manager est d'accord avec ça et que je suis conscient en fait des compétences que j'ai à développer, du coup, mon plan de développement devient extrêmement concret. Là, on est vraiment dans les bénéfices, dans le fait de concrétiser, en fait, de presque matérialiser du grain à moudre à l'échange entre le manager et le collaborateur, et même dans le fait de projeter très concrètement le collaborateur. Hein, vous avez utilisé ce mot à plusieurs reprises, le fait de vraiment l'autonomiser, le responsabiliser, etc. Il y a d'autres bénéfices à la démarche, vous qui avez maintenant vraiment du recul depuis 2016. Alors, ça reste frais et en même temps, je pense qu'en termes de démarche d'intelligence artificielle appliquée dans le domaine des RH, c'est quand même relativement récent. Quels sont pour vous les grands bénéfices de la démarche à ce stade, je dirais, à aujourd'hui? Les grands bénéfices, c'est aussi d'avoir des recommandations de poste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les gens se connectent à leur portail, ils ont accès à un certain nombre de recommandations de poste. Mais ils ne se connectent pas, ils vont recevoir des recommandations de poste. D'accord? Donc, ils reçoivent à peu près tous les 15 jours entre une et 3 recommandations de poste qui sont nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ne leur ont pas été proposées avant. Ça, c'est un point important. D'accord? L'autre chose, c'est que dans les retours qu'on a, on a des gens qui ont reçu des recommandations de poste et des postes auxquels ils n'avaient jamais pensé avant. C'est-à-dire qu'à un moment, ils reçoivent une recommandation de poste et ils se disent « Ah bon, mais en fait, je pourrais faire ça ». Et donc, quand on parle de l'ouverture des champs des possibles, on est complètement là-dedans. Et du coup, il y a des gens qui ont postulé et qui ont été pris. D'accord? Ce que j'ai oublié de dire dans un des bénéfices, c'est que nous, notre outil, il est complètement lié à notre plateforme de recrutement. Donc, à partir du moment où je vois une recommandation de poste qu'elle me convient, je clique sur un bouton et je peux postuler directement dans l'outil de recrutement. Donc, on a une démarche la plus aussi intégrée possible. L'expérience collaborateur, elle est extrêmement importante aussi, de faciliter les choses, voilà. Et ça, c'est aussi un point important. Oui, ils sont contents. Vous avez ils sont justement, puisque c'est l'IA au service de l'expérience collaborateur. Quel est le retour? Est-ce que vous avez pu mener des enquêtes sur les collaborateurs ou quel est leur retour, même informel, sur la démarche? Alors oui, on a mené des enquêtes et au-delà des enquêtes, on a mené aussi parfois des entretiens un peu poussés. Donc le retour, il y a ceux que j'ai déjà évoqués, c'est-à-dire recevoir des recommandations de poste. L'autre retour qu'on n'avait pas forcément imaginé, c'est un outil aussi qui les aide à se préparer à un entretien de recrutement. Tout simplement parce qu'ils sont plus conscients justement des compétences demandées et donc ils se préparent aussi par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé dès le début. L'autre retour qu'on a, Cyril parlait d'attractivité, de rétention, de guerre des talents. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dans une entreprise, dans l'entreprise d'aujourd'hui, alors je dis pas que c'était pas le cas avant, mais je trouve que c'est beaucoup plus fort maintenant, c'est que il y a quand même une grande appétence pour avoir la possibilité de savoir comment je prépare ma carrière, beaucoup plus qu'avant. Et puis on est aussi face à des générations qui souhaitent bouger beaucoup plus rapidement qu'avant.
D'accord? Et ça, c'est un bénéfice. C'est-à-dire, c'est un bénéfice pour l'organisation et même pour l'image, c'est-à-dire de donner à nos collaborateurs un outil qui va vraiment les aider. Donc, ça a forcément un impact sur l'engagement, sur la motivation, sur l'attractivité. Hein. Je veux dire, on parle de guerre des talents. Quand vous et pour nous en R&D, c'est une vraie guerre des talents dans certaines géographies. Hein. Donc c'est quand même un plus quand les collaborateurs vont poser des questions pour dire mais comment ça se passe la gestion des carrières, les possibilités c'est quoi, voilà d'être concret et d'expliquer en fait aussi aux futurs employés qu'est-ce qu'on fait. C'est un bénéfice plus global, on va dire. Oui, c'est un bénéfice systémique, pas uniquement, comment dire, opérationnel. On a bien entendu tous les différents intérêts d'initier une démarche d'intelligence artificielle. En tout cas, ça répond bien aux différentes tendances évoquées. La skill economy, on voit bien la dynamique de projection, en fait, même d'ouvrir, j'allais dire, d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir les chakras des collaborateurs sur les compétences qu'ils n'estiment pas forcément ou qu'un poste futur qu'ils souhaiteraient requiert. Il y a évidemment beaucoup de bénéfices. C'est une arme moderne dans la guerre des talents, en fait. C'est ça qui me vient à l'esprit. Si je peux pas, Bien sûr, voilà, j'allais vous poser la question, Marc et Cyril. Merci Radine pour ce témoignage. Cyril et Marc, est-ce que ça entraîne chez vous, ça engendre chez vous quelques commentaires ou quelques questions peut-être à Héraldine avant de passer la parole à Marc pour qu'il nous fasse lui-même son retour d'expérience. Quelque chose que ça m'évoque, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est important de comprendre que l'idée de cette technologie, ça va pas être d'avoir un système obscur qui va enlever l'humain de l'équation et se dire un tel va à tel job parce que t'as pas le choix, c'est toi le meilleur. Donc l'idée c'est pas de faire de l'optimisation, parce qu'en fait c'est pas possible en vrai. Donc, on peut pas savoir quelqu'un qui a une position, quelle est la position à laquelle il doit aller. Parce que très souvent, il y a la position à laquelle il est vraiment cohérent, c'est sa position actuelle, c'est genre, c'est rien bougé. D'un point de vue compétence, on va dire, il sait faire son travail, il pourrait rester ou devenir juste plus senior dans la même position. Et tous les autres, en fait, on peut pas savoir si quelqu'un va aller plus vers le marketing, plus vers le business, plus vers la technique. En fait, c'est la personne qui peut choisir. Donc nous, tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est montrer ses possibilités et laisser à quelqu'un cette latitude de faire un choix et de se dire finalement je peux faire tout ça et ce qui m'attire le plus c'est d'aller dans un sens ou dans un autre sens. Un véritable outil structurant et d'impulsion des opportunités en fait pour laisser le choix. C'est ça que j'entends aussi au travers de votre propos et de votre témoignage. Alors vous Marc, vous aussi vous avez déployé une démarche d'intelligence artificielle aussi au sein d'un grand groupe. Est-ce que vous pouvez pareil nous dire un petit peu avant de dresser le panorama du périmètre fonctionnel, juste nous rappeler un petit peu dans quel contexte il s'insérait et quelle a été aussi la genèse de ce projet au sein de la SNCF Voyageurs. Oui, alors comme Héraldine, en 2016, donc ça a commencé en 2016, on avait un contexte imminent d'ouverture du marché, donc de la concurrence. Et pour nous, la concurrence, c'est pas que celle du secteur ferroviaire vis-à-vis de nos talents, c'est le risque de les perdre dans le secteur privé, c'est-à-dire tout le terrain de jeu, concrètement. Donc il y avait un défi d'attractivité de nos talents et puis de fluidifier, de dynamiser la mobilité. Donc c'est les 20 à 30% de mobilité classique, mais aussi les gens qui tiennent des postes sensibles, voués à se transformer, à disparaître. Je pense au métier de la relation client, avec aussi une transversalité assurée entre nos organisations et nos sociétés. Et puis, comme Héraldine l'a dit, de pouvoir changer de métier. On avait aussi cet enjeu qu'a cité Héraldine d'aller au bout de la démarche de mobilité interne avant d'engager des recrutements externes. Donc ça, c'était important. Du côté de salariés, on avait un phénomène d'usure, de passivité par rapport au fait d'entretenir son CV, ses compétences, même une lassitude vis-à-vis des offres, des nombreuses offres de la bourse de l'emploi, avec des outils qui étaient un peu vieillissants. Et chez elle, le salarié, il a son smartphone, il reçoit tous les jours des offres de réseaux sociaux professionnels, je ne vais pas le citer, mais il se fait draguer en permanence. Et donc nous, on avait cette volonté
aussi de lui proposer quelque chose d'au moins aussi fort, attractif pour son employabilité en interne qu'il l'avait en externe. Donc il y avait une réelle volonté d'avoir une symétrie des attentions entre le user experience, comme on dit, le client, là, et puis lui, ce qu'il a aussi, l'expérience salariée. Il y avait aussi un phénomène où nous, RH, on avait tendance un petit peu à tourner en rond. On proposait toujours les mêmes profils à nos managers, et puis le candidat, il se voyait toujours proposer le même type de job. Donc on avait aussi cet objectif d'ouvrir le champ des possibles, les horizons. Et dans le même temps, le conseiller de carrière, il peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, il traite des situations difficiles, chronophages. Donc, il n'a pas le temps de s'occuper de 70% des gens de son périmètre. Il a en moyenne entre 200 et 500 personnes à gérer. Donc, on se devait d'outiller quelque part une mobilité de gré à gré, c'est-à-dire qui se fait directement entre salariés et managers. Et ça, c'est croissant comme usage. Et ça nécessite d'ailleurs de reconfigurer le rôle du RH. Hein. Il y a un vrai change à mener à ce niveau-là. Alors, quand on a rencontré Clustry en 2016, nous, on a été séduits et on a co-construit et co-développé, comme l'a dit Héraldine, avec Clustry, les algorithmes et affiner nos usages. Premier usage, c'était effectivement l'IA au service de la big data, pouvoir agréger sous toutes les formes, tous les formats, les CV, les compétences, et surtout sans effort de ressaisie de la fonction RH ni du candidat. Évidemment, la personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans le groupe, elle arrive en entretien et si vous lui dites j'ai pas votre CV, la personne vous rigole au nez, quoi. Ça fait 20 ans que je suis dans la boîte, vous savez toujours pas ce que je fais. Bah oui, mais c'était le RH d'avant, il m'a pas transmis, etc. Bon, donc ça, cet outillage nous permet d'assurer une durabilité en fait sur les compétences et surtout il y a zéro investissement parce qu'en fait on précharge avec tout ce qu'on a dans le système et comme l'a dit Héraldine, il n'a plus qu'à compléter. Le deuxième truc qui nous a séduit, c'était remettre la compétence au cœur du dispositif, c'est-à-dire ne plus raisonner en termes de parcours linéaire, comme un beau catalogue où il faut faire ci, ça pour arriver tout en haut. Parce que dans la vraie vie, en fait, ce qu'on constate, c'est que la moitié des gens, ils suivent pas le parcours du beau catalogue. Le parcours, il est fait d'exceptions. Et donc, c'était de visualiser aussi, à travers des trajectoires, la réalité des parcours effectués, hein, avec des vrais gens qui ont évolué. Troisième élément, moi, qui m'a vraiment intéressé. Qu'on comprenne bien en fait comment ça se traduit opérationnellement, ce deuxième point là, le fait de pas être dans une démarche catalogue un peu désincarné ou un peu irréel ou en tout cas en théorie ou un peu systématiquement des trajectoires un petit peu toutes faites traditionnelles, je veux dire. Concrètement, pour moi, je suis salarié, comment ça se traduit pour moi le fait de ne pas avoir de trajectoire toute faite? C'est dans mon échange avec mon manager, c'est en amont, comment ça se factualise, si je puis dire? Ouais, alors, disons que chaque salarié a un peu une teinte dans son parcours, hein, un ensemble de compétences. Donc, il peut évoluer dans une filière métier donnée, mais il peut aussi décider de faire valoir des compétences de façon horizontale, en fait, dans d'autres filières métiers. Donc, le but du jeu, c'est aussi de lui ouvrir le champ des possibles, en fait, par rapport à une réorientation dans une autre filière métier. Et sachant qu'à la SNCF, il y a plein de métiers différents et c'est du push, comme l'évoquait Héraldine, c'est-à-dire que on m'envoie alors j'utilise le terme de Sanofi, hein, on m'envoie des matchs où c'est avec mon manager qui lui me présente en fait des trajectoires auxquelles je n'avais pas pensé. Comment ça se fait, comment ça se pratique chez vous? Alors, effectivement, concrètement, et c'était un des éléments, moi, qui m'a séduit, c'est que j'avais envie de développer le concept de marqueur d'attention. Marqueur d'attention, c'est aller au-devant des salariés. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, vous allez chercher une offre, une épingle au milieu d'une botte de foin. Là, le but, c'est d'aller au-devant des salariés, parce que c'est toujours plus agréable de se faire chasser, hein, de se faire démarcher, plutôt que d'aller chercher du boulot, concrètement. Donc effectivement, ça envoie des matchs, toutes les semaines, hein, aux salariés. Il y a 3800 matchs qui sont envoyés toutes les semaines. Et donc, en fait, c'est le moyen toujours d'avoir une attention
pour le salarié. Et même si vous n'êtes pas en mobilité, c'est ça qui est important et moi j'y tiens. C'est pas parce que vous n'êtes pas en mobilité que vous n'avez pas le droit de penser au coup d'après. Et donc, ce système, il permet de nourrir la curiosité, d'éveiller, de découvrir les métiers du groupe, de les redécouvrir, parce qu'on croit les connaître, mais on les connaît pas bien. Et quand vous recevez un match, bah, ça vous inspire, en fait. Hein. Donc après, il y a l'acte d'aller postuler, effectivement, comme l'a dit Géraldine, dans le système, pour ceux qui sont en mobilité. Mais ça permet de nourrir des perspectives. Donc en fait, ce qu'on a cherché, nous, c'est à concurrencer une attractivité externe, pour résumer, en proposant des solutions qui permettent une employabilité interne au moins aussi forte. Et c'est renverser un peu le paradigme. Le paradigme des années 2010, c'était en talent management, find, grow, keep, hein, détecter, développer et retenir. Là, on renverse le système. L'enjeu, c'est créer des conditions pour que nos salariés se sentent désirés, employables, valorisés. C'est être complètement user-centric et passer de finalement une logique de rétention à plutôt quelque chose d'attractivité en fait. Et là, on est en plein dans l'engagement des salariés. Encore une fois, c'est une arme plus que moderne, extrêmement performante pour gagner la guerre des talents et même la guerre de l'attention. On voit bien qu'on est dans une société du care, on est dans la skill economy, mais aussi dans une société de l'attention, dans l'attention portée à l'autre, et vous l'avez très bien exprimé. Il ne s'agit pas d'être intéressé par les talents qu'on a en interne, il s'agit d'être intéressant pour eux. Et là, vous avez très bien traduit opérationnellement comment ça peut se mettre en œuvre. Je pense aux professionnels RH, parce que là, je vois tout l'intérêt pour le manager et pour le salarié. Mais le professionnel RH, il n'a pas vous n'avez pas été confronté à des réactions au sein de vos équipes. Qu'est-ce que je vais faire moi en fait, quel est mon rôle dans cette il y a une forme de désintermédiation en fait, où on recrée une intermédiation très forte d'échange entre le manager et le salarié, appuyé sur un outil très puissant, très projectif. Qu'est-ce que je deviens moi? Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, évidemment. Oui, alors au départ, c'est sûr qu'il y a une certaine résistance. Hein, comme tout RH, vous avez une forme de résistance. Que va devenir mon job, etc. Mon rôle va-t-il évoluer? Le rôle du conseiller de carrière là-dedans, il va évoluer et il a évolué comme un rôle de coach quelque part. Ça devient un coach carrière. On est au même niveau que le salarié et l'intérêt, c'est de le trouver. Finalement, c'est l'adéquation de plusieurs cercles. Hein. Je crois que c'est Ikigai qui a créé ça. C'est entre ce que je peux faire, ce que je veux faire, ce que j'aime faire et les besoins de l'entreprise. Il faut trouver la micro-intersection dans tout ça. Donc, le rôle du conseiller de carrière et du salarié, c'est de trouver ensemble cette intersection. Et l'IA, là-dedans, une solution telle qu'on l'a, Géraldine et nous, c'est de faire bouger les lignes de ces cercles, au sens propre et figuré. C'est-à-dire, parfois, j'ai pas toutes les compétences, donc il faut que j'en développe une. Parfois, mes souhaits sont complètement illusoires. Ça veut dire qu'il faut que je les revoie, il faut que je revoie mon projet professionnel. Et puis, parfois, il n'y a pas d'offres qui correspondent à mon profil. Mais peut-être que je vais me mettre en offre de service et créer le besoin. Dans nos grandes organisations comme Sanofi ou SNCF, je pense aussi qu'à un certain niveau, les candidats sont capables de créer le besoin justement parce qu'ils détiennent des compétences spécifiques. Donc un réel change au niveau aussi de la fonction RH à mener, à les accompagner dans cette transformation qui a mis plusieurs années aussi. Quels ont été justement, s'il y avait à synthétiser, les bénéfices pour le collaborateur? Enfin, on l'a bien vu, je pense, mais pour le manager et pour la fonction RH, oui, quels sont les bénéfices de la démarche? Alors pour la fonction RH, c'est vraiment un outil utilisé quotidiennement. Hein. Donc on a fait aussi des enquêtes d'utilisation, de satisfaction. Aujourd'hui, il est adopté par 80% des conseillers de carrière. On est sur 200 conseillers de carrière qui l'utilisent. En matière de requêtage, c'est extrêmement intuitif, ergonomique. Vous n'avez pas besoin de savoir programmer en SQL, en Business Object et autres. Hein. Je ne vous fais pas de dessin, vous reconnaîtrez tous vos usages. Mais on n'est pas dans Excel, on rentre un mot-clé, paf, ça vous sort tout de suite les 200 matchs. Ça peut être un diplôme, une langue, tout ce que vous voulez. Hein. On est vraiment dans la big data. Donc ça, c'est le premier usage. C'était d'avoir une base de CV, une base de requêtage.
Le deuxième, c'est évidemment un outil de sourcing et donc de match, des matchs avec des talents. Et puis du côté salarié, des matchs par rapport à des offres. Et le bénéfice a été aussi que c'est l'IA et le salarié qui travaillent pour nous. C'est-à-dire que c'est eux qui vont alimenter le système et le machine learning va apprendre. Et c'est comme un Tamagotchi dans les années 90. Là, ça va se nourrir tout seul. Ça, c'est plutôt pour les quadras. Donc, on a eu un outil très très intuitif, sans ressaisie et très pratique pour la fonction RH, qui nous a permis d'élargir le sourcing et de proposer des outsiders. Ça, c'était aussi très important, de proposer des profils différents à nos managers et de pouvoir leur dire pourquoi on leur proposait, d'objectiver des compétences, ce qui est pas toujours évident, parce que vous avez un manager qui dit non, lui ou elle, je le connais, j'en veux pas, etc. Si, regarde, parce que factuellement, il a telle compétence, telle compétence, telle compétence, et il match à 90%, comme l'a dit Géraldine, ou 80% avec le job. Donc, ça permet de dépassionner aussi et de passer d'un registre émotionnel, parfois, à un registre plus factuel et plus objectif. Alors, je parle d'émotion et ça me permet de dire que ça fait pas tout, et notamment toute la valeur ajoutée du RH, ça va être comme un entretien classique, d'évaluer les soft skills. Pour moi, l'enjeu il est là parce que l'IA le fait absolument pas. C'est pas parce que vous dites que vous avez du leadership dans le système que vous en avez réellement. On est d'accord. Donc là, le rôle du RH, ça va être de détecter ces soft skills et puis de faire en sorte que est-ce que j'ai un candidat qui va matcher entre guillemets avec ce manager ou pas? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'il est à la hauteur du défi qu'on va lui proposer? Et donc là, on n'est pas du tout dans l'IA, on est dans de la RH pure, un entretien de coaching carrière. En fait, les bénéfices de la démarche sont effectivement extrêmement nombreux. Et là, j'en vois un qui au-delà des bénéfices opérationnels que vous avez très bien illustrés, il y a un bénéfice de repositionnement de la fonction et même de la mission du RH sur son cœur de métier, qui passe pas de temps dans la ressaisie, pas de temps dans la préparation administrative des entretiens, pas de temps à proposer des trajectoires un peu classiques, un peu convenues, mais dans l'accompagnement des salariés, dans l'accompagnement des managers. Je trouve ça particulièrement intéressant de se dire que là, on est dans une dynamique de modernisation de la fonction. Héraldine et Cyril, un commentaire peut-être sur le retour d'expérience de Marc ou une question peut-être à son attention? C'était plus un commentaire par rapport à ce que disait Marc sur les RH. Je pense que effectivement ça amène le RH. Alors nous on n'a pas de gestionnaire de carrière chez Sanofi. Mais ça amène le RH à être plus dans une posture de coach pour aider les collaborateurs. Parce que tout compte fait, aujourd'hui, nous on le voit, maintenant qu'on a donné la main aux collaborateurs, les collaborateurs peuvent être aussi parfois un peu déstabilisés par les masques qu'ils ont. Ou du coup, il y a des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, ils ont un relais en fait avec qui ils peuvent vraiment discuter concrètement. Donc, le RH a un rôle effectivement plus de coach. Et l'autre bénéfice quand même que moi je vois sur le fait d'avoir des RH qui ont accès à cette immense base de données, d'accord, ça c'est un point important parce que on a beaucoup parlé effectivement de mobilité interne, mais si on parle aussi sur des sujets de talent management, quand vous travaillez sur la préparation de plans de succession par exemple, ça peut être intéressant si vous avez des plans qui sont pas assez robustes sur certaines positions, ça peut être intéressant aussi d'aller voir en fait si vous avez des profils qui pourraient demain nourrir un certain nombre de plans de succession, par exemple, ce genre de choses. Et puis l'autre chose, c'est que le RH, il est aussi complètement autonome, c'est-à-dire qu'il peut créer des postes. Parfois, on a besoin d'anticiper sur des futurs mouvements, recrutements. Donc, ça lui permet aussi d'avoir cette autonomie-là et d'anticiper sur des choses, puisqu'il peut créer lui-même des choses et donc voir aussi ce que iMatch propose en termes de profil, ainsi de suite. Donc, et puis moi, j'y vois aussi un grand bénéfice pour les RH quand on parle d'exercice de ce qu'on appelle chez nous alors de Strategy Force Planning, enseignement, GPEC en France. Ça, c'est aussi un point intéressant d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que vous avez une vision quand même de l'évolution de vos ressources à 4-5 ans,
et que vous savez qu'il y a des métiers qui vont croître, il y a des compétences qui vont être en demande forte, il y a des compétences par contre dont vous aurez moins besoin, d'avoir cette capacité, tout compte fait, vraiment de gérer les ressources, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure vous avez des personnes qui, de par leurs compétences, alors après, ça sera à elles de décider, évidemment, hein, comme disait Marc, l'humain est toujours là, mais en tous les cas, de voir comment, dans ces ressources-là, certaines compétences pourraient bouger vers d'autres métiers où on a des compétences en croissance. Et pour moi, c'est aussi un point intéressant, en fait, des cas d'usage de demain, quoi. Très bien, c'est particulièrement intéressant. Cyril, un commentaire peut-être par rapport aux deux retours d'expérience Ouais, j'ai un commentaire parce que j'ai bien aimé la fin de Marc avec sur l'élément des soft skills. Et c'est vrai que c'est important de comprendre les limites de l'IA, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et quelque chose qui est très dur aujourd'hui technologiquement, c'est justement cette finesse de comprendre un peu par exemple, le potentiel de leadership de quelqu'un. C'est très dur. On peut pas nous avoir les éléments avoir un profil de la SNCF et se rendre compte qu'il a travaillé sur tel projet stratégique extrêmement important, ou que tous ces éléments-là, en fait, ce qui est très humain et inaccessible à l'outil, et en fait, et ça n'a pas vraiment de vocation, c'est pas un objectif comme nous qu'on essaye spécialement d'atteindre. Je pense que c'est pour ça que moi j'aime bien dire que pour moi travailler avec un IA, ça rend dans une certaine façon le travail plus humain, parce qu'en fait l'idée c'est de laisser cette tâche-là au RH. On veut pas supprimer le RH, on veut le recentrer sur ce qui sait pas faire. Par exemple, moi, si je dis, c'est faire du Python, qui est un langage de programmation, et il y a une offre qui demande du Django, qui est une variante, c'est quelque chose qui demande du Python. C'est-à-dire, l'IA peut nous dire que c'est pas long. Ça, il peut le faire, c'est factuel. Et par contre, s'il faut parler plus de leadership, moi, c'est un échange avec le RH, c'est le point de vue du manager. Et cette partie-là qui est très humaine, on veut surtout pas la supprimer. C'est pas du tout l'objectif de ces technologies. Au contraire, on va la recentrer et les concentrer, on va dire, les humains sur ces discussions-là. Vous qui pratiquez au quotidien l'IA, vous aussi Cyril, hein, mais j'entends opérationnellement au sein de la fonction RH, vous partagez ce point de vue qui est de dire l'IA ne se substitue pas à l'exhaustivité des missions de la RH, elle vient l'accompagner et presque je vais utiliser un gros mot, l'augmenter dans le sens, en fait, lui permet de se repositionner sur des missions à plus forte valeur ajoutée, donc dont il a d'ailleurs vocation, il a même envie, alors pas toujours, hein, parfois on est bien aussi faire ce qu'on faisait d'avant. Vous partagez cette vision-là de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Et je pense que par rapport à ce que vient de dire Cyril, j'ai presque envie Oui. de dire que ça aide à se concentrer sur l'humain. Parce que tout compte fait, c'est comme si on défrichait, excusez-moi Ouais. d'utiliser ce mot, mais on défriche un certain nombre d'éléments plus factuels sur des compétences, sur des expertises, voilà, des choses qui sont plus faciles, on va dire, à mesurer. Et on se concentre plus sur l'humain. Et c'est clair qu'on a un RH augmenté, quoi. Un RH qui est plus dans sa mission, hein. On parle de ressources humaines. Le mot humain, il est important. D'accompagner effectivement les gens sur ces aspects-là, quoi. Clairement. De réflexion, voilà. De les aider dans leur réflexion, ainsi de suite, quoi. Ouais, je Donc, prends. moi, oui, 100% avec ce qui a été dit par Cyril. Mais c'est un grand changement. Enfin, il faut pas non plus sous-estimer que c'est un changement pour les RH. Voilà, donc les accompagner. Tout compte fait, il y a plus. Enfin, nous, dans l'expérience qu'on a, avec du recul, on se dit qu'il y a plus à accompagner les RH que les collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs sont emparés plus facilement. Et aussi parce que, comme le disait Marc, pour ne pas citer le réseau, un réseau professionnel externe, mais tout compte fait, les collaborateurs, pour un grand nombre, ils étaient habitués en fait à avoir un outil externe à leur disposition, qui leur proposait ça, qui leur propose des matchs, qui leur propose des solutions de formation, des choses comme ça. Donc je pense que on a aussi une responsabilité en entreprise d'offrir à nos collaborateurs ce qu'ils ont à l'externe, mais du coup peut-être plus armés que des RH qui effectivement voient un peu chambouler leur rôle et leur métier, quoi. Vous partagez, Marc? Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je partage sur le fait que l'IA, c'est avant tout une connaissance augmentée.
Il faut le prendre comme ça. C'est un outil à notre disposition, à notre main, pour élever le niveau de débat finalement qu'on peut avoir avec un candidat. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi tous les nœuds au cerveau au niveau RH, hein, et j'en fais partie, qu'on a pu se faire sur c'est quoi une compétence, un savoir-faire, etc. Des heures au carré de réunion pour vous mettre d'accord sur un référentiel compétences. Bon, là, on parle plus de ça. Une compétence, ça peut être un langage, une techno, une connaissance, un savoir-faire, un mot. Et ça, l'IA, finalement, c'est l'IA en fait qui fait émerger ce qu'on appelle une compétence quelque part. Je trouve ça assez magique. L'autre élément, pour moi, c'est que et c'est un bénéfice inattendu, c'est que l'IA, elle nous dérange un peu. En 2 mots, déranger. Le fait de ranger différemment ses compétences, de les présenter différemment, c'est un peu comme dans des produits dans un rayon, hein, quand vous changez de rayon, vous redécouvrez vos talents et vos compétences. Et ça, c'est un bénéfice inattendu en fait, y compris sur son propre CV. Moi, je le mets constamment à jour, je regarde ce que l'intelligence me propose, et donc je m'amuse beaucoup en fait à voir comment l'intelligence regarde Et mon parcours, mon les CV. prochaines C'est étapes très apprenant. de votre projet, Marc, si vous, voilà, dans un horizon en 2021, vous avez prévu d'étendre le périmètre fonctionnel, les populations concernées par votre approche, par votre démarche IA? Ouais. Alors là, on est déjà sur une belle assiette. On est sur 20 000 cadres dans le groupe. On a vu les choses en grand, hein. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais comme Héraldine l'a dit, on y a été par étapes successives. La prochaine étape, elle est plus, elle est très forte, elle est plus culturelle, c'est de l'ouvrir carrément aux managers. Là, C'est combien de personnes? ça va être très très difficile, j'en doute pas. Mais alors, ça sera uniquement sur les gens qui sont en mobilité, parce qu'on veut aussi à minima maîtriser les règles d'approche. Donc, ça va être un changement culturel assez fort. J'espère qu'on pourra arriver à son terme. Mais donc, ça Oui, touche d'accord. les gens en mobilité, c'est 20%. Donc, sur les 20 000 cadres, c'est 4 000 personnes, quoi, hein. Pour autant qu'ils aient accepté, évidemment, que leur profil soit consulté, parce qu'il y a nos amis du RGPD C'est normal. à qui on rendait compte, évidemment. Et donc voilà, en fait, vous avez suffisamment de recul pour l'instant pour continuer cette démarche de progressivité, hein, d'extension et d'expérimentation, enfin d'extension de l'expérimentation. On sent Oui. bien que c'est une approche qui se fait par petite étape ou par grande étape, mais en tout cas progressivement. Oui, par couches successives, en effet. L'autre projet qu'on nourrit, c'est on va le travailler avec Cornerstone, hein, mais c'est d'adapter les marqueurs d'attention en fonction des moments clés. C'est-à-dire que vous arrivez en poste, il faut mettre à jour votre CV. Vous êtes à mi-parcours dans la tenue d'un poste, il y a peut-être des sources d'inspiration à avoir. Vous en êtes à 3-4 ans de poste, vous approchez une mobilité. Donc en fait, on a des moments clés qui convient d'animer un peu plus avec des messages différents en fait, hein. Donc c'est de customiser finalement les marqueurs en fonction de ces moments clés. Ou si vous tenez un métier sensible, ou si vous n'êtes pas en mobilité mais à l'écoute. Voilà. Donc il y a différents segments quelque part de population qu'on peut peut-être adresser différemment grâce à l'automatisation, hein. C'est même pas de l'IA, hein, c'est vraiment Ok. Et vous, du Iradine, branding les customisé, prochaines étapes etc. de votre projet, s'il y en a, c'est peut-être pas forcément, peut-être que ça vous convient en l'état et que il y a Alors nous, peut-être- on n'a pas vocation à, pour le moment, étendre la solution. Sachant que nous, la solution, elle est aux mains de l'ensemble, en fait, je disais des collaborateurs de la R&D, mais tout niveau confondu. Nous, en fait, on a deux sujets en termes de, je dirais, de communication. On a un très beau taux de connexion, hein, globalement des employés au portail, mais on veut continuer en fait à booster l'usage. Et ce qu'on souhaiterait vraiment faire, c'est pouvoir partager avec le plus grand nombre des témoignages de collaborateurs, parce qu'on n'a pas forcément évoqué par manque de temps, mais aussi tout le plan d'accompagnement pour lancer, pour communiquer. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire continuer en fait cette communication-là.
Ça, c'est extrêmement opérationnel, mais c'est un point important. Et l'autre chose, en fait, qu'on souhaiterait rajouter, c'est la partie learning, c'est-à-dire rajouter une brique. Comme on l'a expliqué, effectivement, les collaborateurs ont une vue sur les compétences qu'ils ont peut-être à développer. Et idéalement, ce qu'on souhaitait faire, c'est qu'à partir de là, chaque collaborateur aurait des propositions en fait de solutions de formation, voilà, pour acquérir ou développer une compétence. Donc, on souhaiterait rajouter cette brique-là, ce qui ferait bien sûr quelque chose de complètement intégré, quoi. Quand on parle de mobilité, c'est être au clair sur ses compétences, être au clair sur ce que j'ai envie de faire, et à partir de là, voir ce que j'ai besoin de développer, et à partir de là, voir comment je peux le faire. Et on serait dans une démarche, enfin pour moi, oui, complètement intégrée, quoi. Aujourd'hui, cette brique manque. Quand on a fait quand même quelques enquêtes, ça a fait partie des choses qui nous ont été mentionnées sur voilà la suite, quoi. Mais en fait, on voit dans vos deux témoignages et dans votre expérience que effectivement, ça laisse aussi l'opportunité de pouvoir étendre la démarche, soit à d'autres populations, soit à d'autres pans fonctionnels. Donc, moi, j'ai essayé de faire un petit acronyme sur la démarche d'intelligence artificielle, c'est EASY. Alors, le E pour élargir le champ des possibles, vous l'avez vraiment bien évoqué et puis bien démontré pour les collaborateurs comme pour les managers. Ça, c'est pour le E. Le A, j'ai bien aimé la démarche sur l'attention portée à l'autre, le fait d'inverser le paradigme. C'est aussi le A de l'accompagnement. Vous venez de l'évoquer aussi, Héraldine. C'est l'accompagnement des managers dans le repositionnement de la fonction RH, mais il ne faut pas oublier la dynamique d'accompagnement de l'ensemble de la démarche. Le S pour simple. Hein, le monde moderne, aujourd'hui, il est un peu en click and déplace, en plug and play, et on sent que la chose est très moderne. On a parlé d'expérience utilisateur, donc ça c'est pour le S. Et pour le Y, j'ai pas trouvé, mais je l'ai remplacé par un I. Pour intelligent, on voit quand même aussi toute la puissance de la démarche. Donc c'est l'IA est particulièrement easy. Quelles sont les prochaines étapes en termes justement d'évolution de l'IA dans le domaine RH? Et puis il y a aussi les prochaines étapes pour Cornerstone peut-être d'appropriation de la démarche. Enfin, vous l'avez déjà fortement approprié, je le sais, mais c'est quoi les perspectives, les différentes étapes? Au niveau du marché, ma conviction forte, c'est que le genre d'usage dont on a parlé aujourd'hui, je pense que tout le monde va y venir petit à petit. Je pense que je vois pas vraiment C'est l'Excel de demain, en fait. Oui, voilà. Je vois pas de raison pour laquelle dans 5-10 ans, des grandes entreprises n'y seraient pas. Ça me paraît naturel comme paradigme. En tout cas, moi, c'est ma conviction forte. Donc, on va y aller tranquillement, chacun à son rythme, mais dans cette direction-là, parce que c'est objectivement plus performant. Alors nous Cornerstone, ce focus-là, on l'a depuis quelques années déjà, tant côté Cornerstone pur que à travers l'acquisition de Clustry dont j'ai pu faire partie. Donc nous on continue notre investissement, notre focus. D'ailleurs cette semaine on annonce l'ouverture d'un lab IA en Europe pour continuer ça, marquer encore plus clairement notre intérêt, notre investissement sur cette thématique-là. Donc la suite pour nous, c'est je dirais accomplir cette vision. Nous, elle est en partie accomplie, parce que c'est des choses qui sont déjà présentes chez les clients. Voilà, on voit SNCF et Sanofi, mais c'est encore beaucoup de challenges l'IA. C'est beaucoup de choses à co-construire. Comme on disait, vu qu'on est sur un nouveau potentiel technologique qu'on définit et qu'on explore au jour le jour, il faut aller créer des choses qui vont avec. Donc ça demande de passer du temps avec des clients. Donc nous, vu qu'on est en France, c'est aussi beaucoup de clients français. Donc c'est une des particularités, c'est qu'on essaye on veut pas être dans une tour d'ivoire en imaginant pour nous, voilà, en termes d'offres, c'est cet outil-là qui va être vraiment performant. On se rend compte, mais la réalité, elle est compliquée. Ça dépend aussi du change, de l'état des RH, de la personnalité de chaque entreprise, de sa culture. Enfin, c'est beaucoup de choses il faut beaucoup d'échanges. Mais dans un sens, je dirais que c'est ça qui est passionnant, parce que moi qui n'étais pas expert RH il y a quelques années, avant qui était plus un expert IA dans mes autres expériences, quand je suis arrivé en RH, j'étais un peu surpris par ce domaine, parce qu'il paraît moins scientifique que aller calculer des vitesses de
de train ou de travailler, faire de la recherche dans la pharmaceutique. Mais et typiquement, nous, l'objectif, il est beaucoup moins clairement défini. Je sais pas à quoi va ressembler encore exactement le SIRH dans 5 ans, 10 ans. Une voiture autonome, on voit le concept, il n'y a plus qu'à la faire, entre guillemets. En RH, on voit vers où on va, mais on ne sait pas exactement où on va atterrir. Et pour moi, tout l'enjeu de ce qu'on fait à Cornerstone, c'est de le découvrir. Donc, on construit, d'avancer, d'essayer de réaliser cette vision concrètement et d'aller jusqu'au bout de cette maturité des produits. Et je pense que nous, on a des solutions encore, mais le marché est loin d'être mature à l'évidence. Donc l'idée, ça va être d'amener le marché à la maturité, en tout cas d'y contribuer, nous, à Cornerstone. Oui, alors me semble-t-il, vous avez un temps d'avance, mais c'est un temps d'avance dans la co-construction avec vos clients, c'est-à-dire dans cette dynamique d'expérimentation et dans cette volonté de pouvoir accompagner le marché, mais en fait, ça va un peu dans les deux sens. Écoutez, j'espère que, en tout cas, on a été clair dans le propos. C'est ce qui me semble être le cas dans une approche opérationnelle. Alors, c'est sûr qu'1h15 pour adresser cette thématique, c'est évidemment un petit peu compliqué. Je vous remercie infiniment, Héraldine, Marc et Cyril, de vos propos, de vos retours d'expérience. Merci beaucoup pour cet échange. Je m'excuse auprès de l'audience puisqu'on n'a pas pu prendre de questions pour un problème technique. En fait, les questions n'ont pas pu être posées. Ça sera l'objet peut-être d'une prochaine table ronde, d'une prochaine conférence. En présentiel, nous pouvons nous le souhaiter. Merci encore une fois à tous les trois. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt.